J'ai eu l'occasion, lors de la visite du ministre du Budget, comme d'autres l'ont fait, et donc, place en place, nous sommes, et je suis intervenu fortement sur votre question. Souvenez-vous, il s'agissait d'une erreur commise par les services fiscaux, de l'État. L'essentiel étant qu'il y ait eu une erreur et que dans un premier temps, cette erreur soit retenue. Ça l'a été. Ça l'a été, d'autant plus qu'en 2013, fin 2013, nous avons reçu l'application 2013. Totalité de l'application, nous l'avions fin décembre. Si je me souviens bien, c'est 254 000 €. Validant ainsi, très clairement, le montant que nous avions nous-mêmes estimé à plusieurs reprises. J'ai reçu il y a quelques jours, une dizaine de jours, un courrier du député de la circonscription dans lequel il dit plusieurs choses. Le fait que d'abord, nous étions émus aussi, puisque j'avais relevé quand même une question forte en termes de conclusion de l'amendement qui avait été introduit dans la loi de finances 2014 et qui semblait indiquer que seules les villes qui s'étaient fait connaître allaient pouvoir bénéficier de ce versement. Ce qui était choquant. Ça ne concernait pas notre ville, puisque vous savez bien, j'ai, pour ma part, fortement participé à cette mobilisation. Mais j'avais avec Jackie et Jean-Pierre le souci de toutes les autres villes. Donc nous étions intervenus sur ce sujet, la réponse est venue en disant que toutes les villes seraient concernées. Nous disons qu'il y avait une bonne nouvelle parce que 3 années allaient être versées, mais ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est ce qui était dû. Et donc c'était effectivement les 3 années que nous attendions qui allaient nous être versées. C'était la moindre des choses que nous puissions attendre. Donc, compte tenu de cette information qui nous parvenait, enfin, qui officialisait non pas simplement le fait que l'erreur soit établie, ensuite que l'erreur soit reconnue, qu'enfin il y ait des décisions concernant certaines villes, mais donc toutes les villes, tout cela nous a évidemment soulagés d'entendre le fait que le gouvernement et les autorités avaient pris la décision d'assumer leurs responsabilités. Parce que c'est bien de cela dont il s'agit, même si, en passant, je veux le dire, tout de même, la plupart des villes ont été amenées soit à décaler des opérations d'investissement. C'est le cas chez nous, puisque nous avions prévu en 2013 de réaliser l'aménagement de la rue du Commerce depuis la salle Curel jusqu'au-delà du carrefour. Je vous avais expliqué qu'il s'agissait pour moi de prendre une précaution, et donc j'ai décidé de reporter cet investissement. La proposition qui vous est faite ce soir, c'est en complétant, bien entendu, les besoins de financement à la hauteur du montant de l'investissement. Je vous rappelle qu'il s'élève à un peu plus de 300 000 €, 318 000, mais compte tenu de la garantie que nous avons aujourd'hui, par écrit, du versement des sommes que nous attendions, cela rend possible la réalisation de cette opération. C'est une bonne nouvelle, même si évidemment, encore une fois, il y a un certain nombre de villes ont été contraints d'engager des lignes de trésorerie qui coûtent, bien entendu. Et ce n'est pas celui qui est fautif qui assume les conséquences de la faute. Je le signale en passant. Il aurait été normal que l'ensemble des frais liés à ce type de situation soit prise en charge, bien entendu. Bon, je voulais vous rappeler tout cela. Vous n'apprenez rien, hein, vous avez tout cela depuis longtemps, mais c'est une excellente nouvelle. Je crois que la bataille qui avait été engagée n'a pas été inutile. Est-ce que les choses se seraient passées comme ça si elles n'avaient pas eu lieu? Je ne sais pas. Mais en tout cas,
il y a eu action, il y a eu résultat. Et donc aujourd'hui, je vous annonce, avec beaucoup de satisfaction, bien entendu, hein, parce que vous imaginez, un seul instant, la situation, pas seulement le moment à nous, mais aux 40 villes dont il est question. Si ici c'est 250, je crois que par an, à Homécourt c'est tout autour de 300, la même chose pour Jarny, c'était des sommes très conséquentes qui étaient en jeu. Donc voilà, la proposition qui vous est faite, c'est évidemment, sans tarder, de s'engager dans la réalisation. Ça veut dire qu'il y a un an de décalage, puisque s'il n'y avait pas eu cet avatar, nous aurions évidemment déjà réalisé l'opération. Bon, elle va se faire dans les prochaines semaines. Voilà. Je voulais donner ce détail parce que quand même, il était important de vous le remettre en mémoire et que vous puissiez apprécier évidemment ce qui a pu être conduit jusqu'à présent dans ce domaine. Ce n'est pas simplement l'inscription d'une dépense, c'est le couronnement d'une action obstinée et longue qui a été engagée. Merci. Merci. 1.2. Alors là-dessus, unanimité, parce que ça requiert évidemment une décision. J'imagine, il n'y a pas d'abstention, pas d'opposition. Je vous remercie. On continue. Donc 1.2. Soirée irlandaise, le 29 mars 2014. Donc c'est une convention avec l'association Carreau du Roc de Moutier. Il s'agit de passer donc cette convention qui permettra à cette association d'organiser la soirée le 29 mars prochain. Donc un financement de la ville à hauteur de 6 095 €. Et la ville récupérera la totalité de la vente des billets. C'est quelque chose qui a été vu avec la commission des fêtes et cérémonies. Fêtes et culture. 1.3. Pas d'opposition, on continue. 1.3. Prise en charge d'une dépense. Donc l'association hospitalière de Jeuf a réhabilité un chemin entre Notre-Dame de Franchepré et l'annexe de l'hôpital. Elle a financé l'ensemble des travaux. Il s'agit de répartir les dépenses, 50% pour la ville, 50% pour l'association. Les dépenses à la hauteur de 6 799,03 €. Je remercie à nouveau de son partenariat l'association hospitalière. Vous savez bien que nous sommes ensemble mobilisés fortement sur quelques beaux projets. J'ai eu le plaisir de participer avec Lucien tout à l'heure à la cérémonie de remise de distinction du travail et des départs en retraite, ce qui permettait d'être en contact avec l'ensemble des personnels de l'hôpital et des médecins. Je disais ma fierté de voir autant de force et de richesse réunies, parce que c'est en s'appuyant sur cette force développée par tous ceux qui sont promoteurs de la démarche initiée par l'hôpital. J'ai à l'esprit tout ce que vous savez. Évidemment, la modernisation de l'hôpital lui-même, qui est en train d'écrire une nouvelle page. L'hôpital, effectivement, est en train d'investir fortement sur différents secteurs de l'établissement, dans la perspective aussi, vous le savez, de la création de l'EHPAD. Création d'un EHPAD d'une centaine de places et de lits. Je le disais, entre le renforcement d'un côté et la création de l'autre, sont plusieurs dizaines d'emplois qui vont être créés sur notre ville, et évidemment. C'est une excellente nouvelle. Et puis, tout cela fait que les circulations autour de l'hôpital doivent évoluer. Et qu'il y avait nécessité pour l'hôpital d'utiliser cette petite voirie qui se trouve derrière l'église et qui s'avère donnée sur la donation Hartmann. Et donc, eh bien, entre gens de bonne compagnie, on va le dire comme cela, nous avons convenu de faire que ce morceau de voirie qui intéressait l'un et qui intéressait l'autre soit réhabilité. C'est l'objet de cette délibération, donc il était logique que chacun mette la main à la poche, comme l'on dit, et prendre en charge la moitié de la dépense dont il est question. Toute petite dépense, mais confirmation, si besoin était, confirmation évidemment de la qualité des relations que nous entretenons avec l'établissement. Voilà. J'imagine qu'il n'y a plus d'intervention. Alors ensuite, et j'imagine qu'il y a l'unanimité, si je ne vois personne se manifester, donc je considère que c'est le cas.
les questions de personnel. Il s'agit de modifier le tableau des effectifs des emplois permanents. Clarisse. Je ne veux pas vous gêner, mais c'est déjà le cas. Sa modestie en souffre déjà. Elle est d'une discrétion absolue. Elle est aussi discrète qu'elle est efficace, qu'elle est compétente et professionnelle. Je crois que les élus, en général, l'élu en particulier chargé des questions d'urbanisme et d'habitat, ont pu apprécier ces qualités qui croisent aussi des qualités humaines, à l'évidence. Et donc, vous le savez, je l'ai dit encore aujourd'hui, elle nous joue un sacré tour. Elle nous quitte dans les meilleurs termes, évidemment, et je la félicite, parce qu'il s'agit pour elle, évidemment, de responsabilités nouvelles, encore plus importantes, dans une collectivité plus importante. Et moi, je trouve que c'est toujours un succès. Ce n'est pas la première fois qu'on voit un de nos cadres partir vers d'autres cieux, mais dans d'excellentes conditions. C'est toujours un succès. Alors, c'est un peu un arrache-cœur, pour les raisons que je viens d'évoquer. Et Clarisse le sait, je le lui ai dit déjà. Mais en même temps une satisfaction, parce que lorsque je vois quelqu'un prendre ce chemin, évidemment j'applaudis. Donc, merci Clarisse de tout le travail réalisé, vraiment, et de la sensibilité qui est la vôtre, et de votre capacité d'accompagnement, quelquefois d'un maire qui est un peu compliqué, hein, je peux le dire, parce qu'exigeant, mais en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait. Donc bravo. Bravo Clarisse. Évidemment, nous allons recruter quelqu'un pour succéder à Clarisse. C'est en cela qu'il faut modifier le tableau des emplois permanents, en intégrant évidemment, en prévoyant ce recrutement. Donc il faut envisager, je vous propose d'envisager un recrutement qui puisse être soit en termes d'attaché territorial et d'ingénieur. Parce qu'en fonction de la personne, et nous sommes en train de rencontrer quelques candidates et candidats, donc il se peut qu'il y ait l'une ou l'autre des formules qui soient nécessaires. Donc je demande au conseil municipal de m'autoriser à aller vers cette création en fonction, évidemment, des recrutements qui seront effectués. Pas d'opposition, pas d'abstention, un accord unanime pour dire bravo, évidemment, à notre ami. Merci encore. Alors, urbanisme, logement, patrimoine. Pardon, j'ai passé à côté d'une délibération qui, pour être traditionnelle, n'en est pas moins nécessaire. Et donc, c'est le tableau de présentation des attributions d'aide sociale en faveur des agents communaux pour l'année 2014 qui est soumis à votre avis. Vous avez le tableau. Il ne se modifie pas par rapport, évidemment, au tableau de l'an passé. Donc, je vous propose de l'adopter en l'état. Ça a été présenté, examiné en commission des finances. Si je n'ai pas d'opposition, d'abstention, je continue en demandant rapidement peut-être, c'est pas la peine de rentrer totalement dans le détail puisque ça fait l'objet de la discussion de la commission compétente, à Lucien de nous tenir informés des conclusions de la dite commission. Alors, le point 3.1, c'est un avis du Conseil concernant l'implantation d'une carrière au lieu-dit Le Grand Pont et Bois de la Grange, la commune de Briey. Alors, comme nous sommes situés à moins de 3 km. Ah. Ouais, bon, vous avez entendu le début. Hein. Je disais que, compte tenu que nous sommes situés à moins de 3 km de ce site qui est appelé à être exploité, oui, nous devons donner un avis. Alors, avant de donner un avis, évidemment, la commission s'est penchée sur les explications que nous avons reçues. Il s'agit là d'une carrière de pierre, une exploitation d'une surface d'une vingtaine d'hectares, une exploitation sur 15 ans, avec un tonnage qui se situe entre 500 000 et 800 000 tonnes par an, et avec une évacuation des pierres par la voie routière, donc par camion. Donc nous avons fait le point. Ce projet-là, il a eu l'aval du préfet, qui est le seul, enfin pas le seul, mais qui est un des responsables de l'environnement, qui a donné son aval.
Et nous, commune, on s'est penché, la commission s'est penchée sur ce projet. On a regardé tous les paramètres de bruit, les paramètres de poussière, les paramètres de circulation, et tout ça, les paramètres aussi sur l'eau, parce que on est à proximité du puits de la Côte des Roches. Donc nous avons regardé tout ça dans le détail. Et la proposition de la commission aujourd'hui, c'est de dire que sans avoir de certitude absolue sur les questions que l'on pose, et les questions concernent évidemment tout ce que je viens de dire, hein, les questions de bruit, de poussière, de circulation, d'environnement, d'eau. Tant qu'on n'a pas de réponse assurée sur ces points-là, la Commission émet un avis défavorable à ce projet. Voilà. Alors, c'est clair. C'est clair. Donc, avis défavorable tant que nous n'avons pas de garantie absolue sur tous les aspects qui viennent d'être évoqués, qui sont des aspects évidemment absolument déterminants dans la gestion de ce site. Je partage cette opinion. Pas de questions supplémentaires, les choses sont claires. Le syndicat Ornaval s'était déjà exprimé dans ce sens-là. Le syndicat avait regardé la partie captage et puis de la Côte des Roches, et vous avez le dossier que l'entreprise qui nous a accompagnés sur la DUP du captage et de la Côte des Roches a fourni. Donc nous avons fait une copie aux élus. Bien, je vous propose de vous exprimer. Qui est pour aller dans le sens de l'opinion de la commission? Unanimité, je vous remercie. Je n'ai pas vu d'opposition, je n'ai pas vu d'abstention. Vous le savez, sur les questions que je considère comme étant absolument essentielles, je préfère qu'on se prononce de cette manière-là. Merci de l'avoir fait à l'unanimité. Bien, ensuite, le point suivant, le point 3.2. Oui, le point 3.2, c'est un avenant au groupe professionnel des médecins généralistes à la maison médicale. Très tranquillement, les 5 médecins qui sont aujourd'hui dans la maison médicale souhaitent se partager la 6e cellule, celle d'un médecin qui vient de partir, dans l'optique de recruter un 6e médecin. Donc, l'avenant que l'on doit faire au bout, c'est de donner à chaque médecin, ou de calculer pour chaque médecin la somme à payer supplémentaire qui correspond à 1/5 de la 6e cellule, en quelque sorte. Ils sont 5 à se partager le coût. Donc, je ne vais pas vous donner les trucs, hein. Il y a le docteur Amphalus, les docteurs Gottini et Tinus, et le docteur Clonet. Ils vont se partager le truc. Alors, plusieurs précisions, puisque Jean-Jacques Gottini ne peut pas participer ni au débat ni au vote. Plusieurs précisions. Il y avait 5 médecins, il y en a toujours 5. Première précision que j'apporte, et ça, c'est dû évidemment aux facultés que nous offre la maison médicale, et cela souligne, si nécessaire encore, le succès de cette maison. Par contre, il y a eu déplacement d'une activité paramédicale, sur la maison Corradini. Est-ce que cet espace nouvellement libéré allait nous offrir la faculté de recevoir éventuellement un nouveau médecin en formation? Est-ce qu'il allait nous permettre peut-être de recevoir de nouveaux spécialistes? Voilà, ce sont des questions visant à la gestion intelligente de l'avenir qui ont conduit les médecins à se dire il ne faut pas geler cet espace sur une activité paramédicale qui peut être organisée, qui l'est déjà d'ailleurs au sein de la maison médicale, puisqu'il s'agissait de donner à une activité déjà existante un peu plus de surface. Les médecins, je dois dire et je veux les saluer à cet égard, les médecins se sont dit il faut donner toutes ses chances à la capacité qui serait offerte d'accueillir une activité complémentaire, supplémentaire. Et donc les médecins ont décidé, c'est un geste citoyen, incontestable, fort. Je le souligne, parce que c'est quand même... là aussi, est-ce que
est-ce que s'il n'y avait pas la maison médicale, ils seraient en mesure de... Bien sûr que non, ils sont ensemble, ils travaillent ensemble, ils réfléchissent ensemble, ils imaginent ensemble les choses. Et c'est parce qu'il y a aussi cette vision croisée, partagée, qu'ils ont tout simplement conclu sur le fait qu'il valait mieux qu'ils prennent à leur charge une petite partie, alors qu'il n'aurait pas été aberrant que ce soit la ville qui assume et qu'elle fasse en sorte de choisir le futur occupant de telle sorte que ce soit encore plus fort. Eh bien, ce sont eux qui le font. Excusez du peu. Beau geste. Beau geste qui confirme, évidemment, le fait que nous ayons ô combien été bien inspirés pour conduire une telle opération. Donc, je veux ici saluer ce geste de la part de nos médecins, les en remercier et être convaincus qu'ils vont continuer comme ils l'ont fait. Parce qu'ils ne sont pas pour rien non plus dans le résultat obtenu au niveau de la maison Corradini, qui est pleine. On vient de l'inaugurer, elle est pleine. Et nous avons évidemment d'autres projets. Donc voilà, je voulais que les choses soient très claires. Bravo, merci à ces médecins généralistes. Et évidemment, je vous propose d'accepter cet avenant. Pas d'abstention, pas d'opposition, je vous remercie, on continue. Le point 3.3, c'est une modalité de mise en vente des lots au 13 rue du Commerce à Geoff. Ça concerne l'immeuble Bernanos. Dans cet immeuble, l'Assemblée a déjà donné son accord de principe sur la vente de 7 logements sociaux. 3 de ces logements sont encore conventionnés. Donc, Monsieur le maire a sollicité le préfet pour obtenir son autorisation pour cette aliénation. Ce dernier a donné son aval le 21 juin dernier, en rappelant la procédure indispensable dans le cas d'une telle vente. Les diagnostics qui sont obligatoires à la vente et le découpage des lieux pour la mise en vente ont été réalisés et sont disponibles au service urbanisme de la ville. Le maire propose donc au conseil, il vous est proposé de vendre les lots selon une procédure de gré à gré à un prix fixe, moins 35% du prix des domaines pour les logements conventionnés et moins 10% du prix des domaines pour les autres. Alors ces prix, vous les avez sur une feuille qui est jointe. Ces prix n'ont pas été calculés au hasard. On ne fixe pas des prix comme on joue à la roulette. On a regardé les prix du marché, on a regardé les prix des offres qu'il y avait sur Geoff, et on a fait un calcul qui correspondait au prix le plus juste possible. Et on souhaite traiter de gré à gré, de manière à ce qu'il y ait une offre qui soit une offre complète et pas une offre où on fait brûler la chandelle ou je ne sais trop quoi. Donc, les logements non conventionnés seront proposés en priorité aux locataires des lieux, et les logements conventionnés seront quant à eux proposés en priorité à l'ensemble des locataires du parc social communal. Alors, suite à cette procédure, les lots pourront être vendus à tout acheteur intéressé. Une annonce de vente sera évidemment insérée dans la presse locale. Voilà. Bien. Merci Lucien. Là aussi, vieux dossier. Je ne sais plus à quand il remonte d'ailleurs. L'origine de la réhabilitation de la maison. Oui, avant 95. Dossier complexe avec des croisements de financement. Je remercie les services qui ont traité ce dossier et qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à ce point qui était pour bien des égards tout à fait souhaitable et que je souhaitais voir réaliser rapidement. Bien, le point, des questions. On n'a pas encore continué. La commission a travaillé sur tout ça. Convention ville EPFL sur la mise à disposition de la maison Corradini. Vous avez une pièce jointe. Ça concerne le fait que aujourd'hui la maison Corradini, le rez-de-chaussée de la maison Corradini est complètement rénové, réhabilité. Les professionnels de santé sont déjà en place et la ville a besoin le propriétaire est toujours l'EPF et la ville, pour recevoir les loyers, a besoin d'avoir une autorisation d'EPF. Donc on passe une convention avec l'EPF pour pouvoir toucher les loyers des professionnels qui sont locataires de cette maison. Bien, rien à dire de plus, c'est clair. J'imagine qu'on continue à l'unanimité. Merci. La réforme scolaire.
je vais être court, ça me changera. Vous le savez, le gouvernement et le ministre de l'Éducation nationale ont avancé l'hypothèse de modification des rythmes scolaires après une réflexion sur le rythme hebdomadaire. Je commence par cela parce qu'il aurait été plus intéressant de réfléchir au plan mensuel et au plan annuel. Bon, première remarque. Ici, j'ai eu plusieurs occasions pour rencontrer les partenaires de l'école. Nous avons constitué des groupes de travail. J'ai veillé à ce qu'ils se réunissent en dehors de ma présence pour ne pas peser, pas au plan physique, mais au plan de mon autorité morale sur les débats. Et ces deux groupes ont conclu à l'infaisabilité de cette réforme. Tout simplement parce que, loin du postulat de départ, elle ne tient pas compte de l'enfant. Et au contraire, elle induit des rythmes relativement effrénés, et en s'appuyant sur une capacité de gestion, de réponse, d'organisation qui nécessiterait soit des dizaines d'emplois précaires, soit une mobilisation extrêmement forte des milieux associatifs, sans que, évidemment, ils aient, eux, à assumer une quelconque responsabilité dans cette politique, et voire même responsabilité à la garde des enfants dont ils auraient la charge, enfin, ce qui risquerait de remettre en question leur propre activité. Je ne rentre pas dans le détail, tout ça a été largement évoqué. J'ai eu la chance, et certains d'entre vous aussi avec moi, de recevoir une chronobiologiste, Madame Claire Lecomte, qui est venue faire un exposé absolument brillant, qui portait exclusivement sur la question de l'enfant et de son rythme biologique. Elle s'était avancée à l'époque en me disant qu'elle était prête à nous accompagner dans l'effort de réflexion. Évidemment, il ne fallait pas me lancer trop cette perche, puisque vous doutez bien que je l'ai saisie. Et donc, Claire Lecomte sera dans nos murs à nouveau le 14 février prochain. Bon, le jour des amoureux, je sais bien. Est-ce qu'il y a un grand amour, en tout cas, entre elle et notre ville? En tout cas, Claire Lecomte est convaincue de la pertinence de notre démarche. Et elle aime bien, évidemment, l'hypothèse de nous voir envisager un projet alternatif. D'ailleurs, elle-même travaillant dans les sphères étatiques et en lien avec les institutions sénatoriales et l'Assemblée nationale, elle espère, et moi aussi, que le droit constitutionnel à l'expérimentation sera admis et que nous pourrons procéder à expérimentation, de telle sorte qu'effectivement ce soit l'enfant qui soit au cœur de la démarche. À cet égard, lorsque Claire Lecomte était venue, j'avais pu constater qu'il y avait dans le cinéma casino un certain nombre d'élus de villes voisines qui s'interrogeaient, qui s'opposaient à la réforme, mais qui s'interrogeaient en disant « mais qu'est-ce que l'on peut faire maintenant ?» J'aurais proposé d'aller au-delà, de ne pas rester simplement sur la base d'un refus, mais de se dire « ok, nous disons non, mais est-ce que nous ne serions pas en mesure de faire mieux que cela ?» D'où l'idée d'un projet alternatif. Et donc, ce jour-là, nous aurons une rencontre avec les maires. Sachez qu'il y a quelques jours, je dois avoir la date quelque part, je ne sais plus où, mais il y a quelques jours de cela, j'ai reçu dans cette même salle les élus du bassin. Une vingtaine de municipalités étaient représentées, qui toutes m'ont dit « ok, allons-y ». Et donc, nous y allons. On va construire pas à pas cette démarche. Il faut néanmoins que je réponde au DAZEN, qui s'appelle un nouveau inspecteur d'académie, depuis quelques jours aussi. Je crois qu'on peut dire les deux. Et donc, il m'a sollicité officiellement pour avoir les propositions en termes d'horaire. Je lui ai déjà fait parvenir un courrier très argumenté, très long, pour lui dire dans quelle disposition d'esprit nous étions. Il y a nécessité de faire délibérer le conseil municipal. Nécessité, donc je ne sais pas, mais en tout cas je souhaite qu'il y ait délibération du conseil municipal sur le sujet,
pour que, si vous en étiez d'accord, nous rejetions le projet tel qu'il est posé par le ministère de l'Éducation nationale, et pour que, évidemment, je continue à animer la réflexion et le travail dans cette perspective de projet alternatif. Voilà. J'ai tenu mon engagement, j'ai été court. J'ai le sentiment de l'avoir été. Bon, après, est-ce que c'est la réalité? Je ne sais pas. Bien, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet? On en a parlé à plusieurs reprises, hein, mais c'est en quelque sorte une étape dans ce que nous posons depuis le début, hein, sur cette question-là. Les groupes de travail sont à nouveau réunis. Il y a eu effectivement réunion récemment à nouveau de quelques partenaires. Je vais rencontrer prochainement les directions d'école. Je vais ensuite réunir à nouveau les partenaires de l'école avec et en présence de Claire Lecomte. Nous avons d'ores et déjà, avec Benoît, sorti quelques exemples, quelques références qui nous permettent d'être éclairés sur l'agenda type qui pourrait être celui d'un enfant scolarisé en tenant compte justement des remarques que nous avions indiquées, et un directeur d'école a même proposé un aménagement un peu particulier mais que je trouve tout à fait intelligent de cet agenda type. Un des problèmes c'était que les rythmes imposés concernaient l'ensemble des enfants, qu'ils aient 3 ans scolarisés en maternelle ou qu'ils en aient 10 en CM2. Tout à fait. Donc on tient compte effectivement de ces remarques-là dans les propositions. On en tiendra compte. Il y aura une proposition différenciée selon le fait que les enfants soient en école maternelle ou en école élémentaire. Parce qu'effectivement, quand les gosses de premier âge à l'école maternelle font la sieste sur une période non négligeable, ça occulte complètement l'espace qui avait été évoqué d'ailleurs par le ministre. Enfin bon, tout cela n'a pas de sens. Donc évidemment, la proposition sera dédoublée en quelque sorte. Il y aura proposition spécifique en fonction des classes d'âge. Pardon. D'autres questions? On continue à travailler donc. Pas d'opposition, pas d'abstention. Merci de votre confiance. On continue. Alors, le syndicat des eaux hors navales, on dit quelques mots. Oui, tu peux, bien sûr. Donc en fait, il s'agit de délibérer sur le transfert de compétences de la ville d'Aumécourt au syndicat hors naval pour la gestion de l'eau. La délibération nous permettra à Aumécourt de prendre l'option eau au syndicat hors naval. Je dirais que ceci est possible parce que la commune de Jeuf a délibéré et a transféré bien sûr les ressources en eau, et c'est là que ça devient intéressant. C'est bien le fait que nous, élus, on ait donné la possibilité à Ornaval de distribuer cette ressource après avoir vérifié qu'elle était suffisante pour les habitants, pour les Joviciens, et qu'on en ait assez pour les Joviciens, mais qu'on permette aussi aux habitants du reste de la vallée de bénéficier de cette eau, parce qu'Aumécourt aujourd'hui l'achète à prix élevé ailleurs. Donc là, c'est une réelle opportunité pour les habitants de la vallée. Je pense que c'est une action de solidarité qui mérite d'être soulignée, et de la part de la ville et de la part du syndicat. Bien. Là aussi, c'est clair. On avance encore. La démonstration qui a été faite grâce à la décision de ce Conseil permet d'éclairer évidemment la question de la gestion de l'eau, la gestion publique de l'eau. Et donc c'est quand même pas mal de voir une autre ville décider d'adhérer à cette compétence. Moi, je m'en réjouis à nouveau. Hein. C'est une formidable démonstration. Merci à Lionel. Un projet qui avait été, une action qu'on avait décidé de travailler au début du mandat. Hein. C'était une action qui avait été évoquée lors de notre dernière campagne électorale. Oui, c'est un beau résultat. Ensuite, donc unanimité hein, sur cette faculté qui sera offerte. Fourrière du Jolibois, c'est la délibération presque traditionnelle. Un départ, une arrivée.
adhésion d'Alstroff, retrait de Hombourg-Budange. Bon. Je considère qu'il faut donner suite à l'opinion exprimée par ces deux conseils municipaux. Ensuite, alors, une demande de subvention concernant des études en géothermie. Ça aussi, c'est quand même très significatif de l'endroit où nous nous trouvons et du fait que, à nouveau, dans ce domaine comme bien d'autres, notre ville joue un rôle moteur dans les projets de restructuration urbaine, dans les projets d'avenir, dans l'affirmation de notre objectif en termes de développement durable. Et ce projet d'études géothermiques renvoie tout ça à la fois. De quoi s'agit-il? Et je vais dire aussi quels sont les partenaires qui disent leur intérêt. Il s'agit tout simplement, excusez du peu, que nous vérifions le fait que les eaux d'onnoyage soient exploitables. Quand je dis exploitables, on va en utiliser une infime partie. Quand je dis exploitable, c'est pas cette question-là qui va régler la question de l'exploitation de l'eau d'ennoyage. Elle a une bien autre dimension. Infime partie pour vérifier qu'elle puisse éventuellement être à l'origine d'un réseau de chauffage urbain. Excusez du peu. C'est essentiel. Comme j'ai entendu Lionel le dire encore aujourd'hui, et moi-même je l'avais dit à d'autres moments, l'ennoyage a été une catastrophe. Je considère qu'elle a procédé à l'accélération de l'affaiblissement, du vieillissement des roches, et a contribué, sans doute, je l'ai dit je ne sais combien de fois, au conseil scientifique interdépartemental sur l'après-mine, a contribué évidemment à accélérer les processus d'affaissement auxquels nous avons malheureusement assisté à Moutier et à Houboué, en particulier avec les résurgences, on sait bien, à Moyeuvre, que les gens, on les appelait les pieds dans l'eau, enfin bon. Une catastrophe. En plus, ça empêchait d'aller voir ce qui se passait en bas, éventuellement de conforter les galeries, enfin bon. D'ailleurs, il y a eu, je le rappelle, précipitation de la part de l'État et de la part des sociétés minières. Précipitation. On les comprend bien. Il s'agissait de faire que tout soit rendu irréversible. Et puis, cette eau est là. Il s'agit aussi que nous réfléchissions à que, éventuellement, nous envisagions de lui donner une faculté, de faire qu'elle soit utile. Elle peut l'être de différentes manières, ce n'est pas le sujet de la délibération. Elle peut être là, l'origine d'un réseau de chauffage. Il faut regarder ça, de près. Il faut le regarder de deux manières. Évidemment, sur notre projet d'écoquartier, parce que les réseaux vont être créés, je serais tenté de dire, c'est le plus facile, puisqu'on crée des réseaux. Et lorsqu'on crée des réseaux, c'est facile d'envisager de raccorder ces réseaux à une source qui permet, quand je dis une source, pas au plan de l'eau, au plan du chauffage, qui permet évidemment d'assurer un chauffage urbain. Et donc, nous proposons une première étude sur cet aspect, qui pourrait voir se réaliser un puits à proximité du futur écoquartier et en même temps à proximité d'équipements majeurs, que sont la médiathèque, la piscine, le stade, enfin, etc. Non. Et donc, il y a d'abord cette faculté-là, qui est intéressante. Mais ça ne suffit pas à notre conseil, je vous le rappelle. Notre projet est beaucoup plus ambitieux. C'est celui d'aller vers une écocité, c'est-à-dire de veiller à faire que la ville elle-même soit engagée fortement dans des dispositifs qui lui permettent de
de travailler à sa mutation sur les énergies, l'énergie utilisée, et donc mutation écologique. Et donc se pose la question de la réalisation d'un second puits qui aurait pu, j'avais pendant un temps évoqué Genibois, mais la commission Habitat et Urbanisme a plutôt avancé l'hypothèse, et je crois que Jean-Jacques l'a évoqué, de la création d'un puits sur Ravenne. Je partage. Pour deux raisons. D'abord, comme à Genibois, nous avons là aussi une concentration d'équipements publics importants, et ça pourrait être les premiers bénéficiaires d'un tel dispositif. Et puis, des travaux importants vont être réalisés dans le quartier. Et donc, ça nous permettra de faire en sorte que ce dispositif-là favorise assez vite la réalisation, là aussi, d'un réseau de chauffage urbain. C'est très nouveau. Très nouveau. Cette démarche, cette hypothèse n'existe pas en Lorraine. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ADEME que nous avons été rencontrés il y a quelques jours, qui est très 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 intéressé par cette action. Comme l'est aussi monsieur le préfet, qui m'a rappelé personnellement il y a quelques temps aussi, pour me proposer éventuellement d'en faire une fiche dans le cadre du Pacte Lorraine, ce que j'ai évidemment immédiatement accepté. Pacte Lorraine qui, je le rappelle, associe étroitement l'État, la région et les conseils généraux. Mais au plan du financement, État et région. Et donc, il y a immédiatement reconnaissance de la force de l'idée. À nouveau. À nouveau, nous sommes pilotes. Et nous sommes références, c'est ce que je disais tout à l'heure, et nous le sommes à plus d'un égard quand il s'agit évidemment de ce beau projet d'éco-cité. Et l'Europe, évidemment, sera sollicitée, bien entendu. Oui, oui. Et l'Europe est sollicitée, bien entendu. Mais l'Europe intervenant toujours comme dernier financeur. L'objectif étant d'aller chercher au minimum 80% de financement pour la réalisation de ces études. C'est ça l'objectif. Voilà. Ce genre de réalisation, l'Europe finance. Sur ce genre de réalisation, l'Europe suit, hein, bien sûr, le FEDER fortement. Bien, là-dessus, là aussi, hein, c'est formidable hein, comme processus que nous engageons. Nous sommes fidèles, de ce point de vue-là, à notre histoire, en étant en pôle position. Bien, unanimité, pas d'abstention, merci. Alors, la gare de Jeuf, l'espace multimodal, la proposition est d'aller vers un avenant concernant le lot numéro 2, lot voirie, qui a été attribué à l'entreprise Eurovia, puisque la SNCF, exigeant avant de pouvoir utiliser les voies et les quais, la rénovation totale de la clôture bordant les voies, l'ancienne clôture fermée, mais celle qui était tout de suite à l'arrière de la place Churchill, vous savez bien que nous avons bougé pratiquement la place Churchill, et donc il faut réaliser ce muret et cette clôture. Et il y a aussi nécessité, en tout cas c'est ce que je vous propose comme tel, de procéder à la démolition d'un garage qui est une vraie verrue et qui nous permettrait d'assainir une partie de ce secteur. Et donc le montant global de cet avenant est de 19 517,52 €, ce qui porte le nouveau marché à 268 980,90 €. Le montant de l'avenant étant donc de 7,8%. Voilà. Y a-t-il sur ces aspects des questions? Il n'y en a pas. Je considère que c'est adopté à l'unanimité. Avant de vous donner deux informations rapides, je voudrais le faire en mon nom personnel et je ne doute pas de pouvoir le faire en votre nom à tous. Et peut-être même au-delà de notre conseil municipal, au nom de tous les démocrates, tous les joviciennes et joviciens qui sont attachés à des règles de vie, à une conception de la relation à l'autre, qui les conduisent à d'abord privilégier le respect.
Il y a quelque temps, 14 personnalités de notre ville ont signé une déclaration. Elles ont été libres de le faire, heureusement. C'est une déclaration forte que vous connaissez, je n'épilogue pas sur le sujet. Un certain nombre d'entre elles ont fait l'objet d'attaques assez virulentes, et je veux dire à Renzo Cialfi, ici présent, combien nous sommes attentifs à ce qui peut se dire et se faire. Renzo Cialfi est diacre, parce que ce sont ses convictions religieuses, parce que c'est son engagement, parce que, ce faisant, il donne aux autres. Et je peux témoigner qu'il donne tellement qu'il est particulièrement apprécié. J'ai évoqué en démarrant mon propos le traumatisme, le drame qu'avait subi Sylvie. Je sais combien les familles confrontées à ce genre de situation souffrent. Eh bien, je sais aussi combien Renzo sait être parmi elles, avec elles, d'esprit et de cœur, et je vous assure que ce soutien est déterminant. Donc d'abord, je veux saluer cela. Je n'ai pas ces mêmes convictions, mais j'ai le plus profond respect pour celles et ceux qui l'expriment et qui jouent un rôle, particulièrement comme le sien. Renzo Cialfi est aussi un citoyen, à part entière. Mais n'en déplaise à ceux qui sont gênés par le fait que des personnalités disent que le trop-plein a été largement dépassé, que les limites de la morale l'ont été aussi, je trouve choquant, profondément indigne, que on assiste à ce que l'on peut qualifier de dénonciation, pratiquement, qui fait que des courriers sont adressés à la hiérarchie pour faire pression sur elle. J'apprécie, je salue la décision de cette hiérarchie qui, en quelques lignes, a dit le fait qu'il y a activité citoyenne et qu'elle a respect pour cela. C'est d'une limpidité extraordinaire qui ne m'étonne pas, mais j'apprécie que l'Église en elle-même puisse porter aussi ce message. Et donc, vous savez, à certains égards, ça me fait penser, ça me fait froid dans le dos. Ça me fait penser à une période trouble de notre histoire, qui faisait que les uns dénonçaient les autres, avec des conséquences terribles. Évidemment, nous n'en sommes pas là du point de vue des conséquences. Ne serions-nous pas à ce point du point de vue de l'attitude? Pour ma part, je considère que c'est le cas. Je le regrette très vivement. Je pense que notre démocratie ne se grandit pas, ce faisant, mais qu'elle a besoin d'être défendue ardemment. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, nous veillerons à ce qu'elle le soit, et je serai pour ma part en permanence aussi l'un des artisans déterminés de cette défense. Je veux redire à Renzo Cialfi mon estime, notre estime, mon amitié, notre amitié. Nous veillerons toujours à faire que celles et ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire en pleine liberté, tant qu'ils n'atteignent pas à la liberté des autres. Voilà ce que je voulais dire de manière très claire et publiquement. Il en va de même aussi à toutes les autres personnalités qui ont été agressées à cette occasion.
En termes d'information, messieurs, dames, les décisions, vous avez reçu le tableau des décisions que j'ai eu à prendre depuis le dernier conseil municipal. Vous avez aussi reçu la liste des déclarations d'intention d'aliéner. Il n'est pas utile que je les évoque ici, vous en avez le détail. Je vous indique par ailleurs, et c'est une grande satisfaction pour moi aussi, que j'ai reçu notre ami Baptiste Congy. Vous savez que je lui ai demandé de concevoir un projet, puisqu'il s'agit de réaliser une œuvre tout à fait importante, puisqu'il s'agit de sculptures qui vont, de sculptures au pluriel, qui vont être réalisées et installées dans le square des Hommes du Fer. Et donc, Baptiste Congy est venu me voir pour me proposer de faire une proposition qui aura un double aspect, c'est-à-dire sur 2 blocs. Je vous montre, c'est simplement un premier croquis. Vous imaginez bien qu'il a encore à travailler, mais ces 2 blocs seront côte à côte. Un mineur, au fond, en train évidemment de faire son travail, et puis une œuvre concernant la sidérurgie, les forges, avec un symbole, le point levé, et le fait qu'il soit fermé n'est pas dû au hasard de sa part. Nous avons là à la fois celui qui extrait le minerai, ceux qui l'utilisent, qui le transforment, tout cela produisant la richesse de notre bassin, de notre ville, qui ont joué le rôle que nous savons au niveau national. L'acquisition des pierres de l'ordre de 5 à 6 000 euros, on ne sait pas encore, on va commander les 2 blocs, et la rémunération du travail de l'artiste, qui est évaluée à 8 500 euros. Il faut savoir qu'un travail comme ça nécessite des mois de travail important, et donc je considère qu'effectivement le niveau de cette rémunération est tout à fait légitime. Voilà, c'est encore une fois une première esquisse, hein, mais on a là l'idée générale qui me paraît parfaitement correspondre à ce que nous attendions de la part de Baptiste Congy. Voilà, mesdames et messieurs, avant de conclure, j'ai commencé par une triste nouvelle, et malheureusement il est des moments, des séances, dont on aimerait qu'elles ne nous conduisent pas à évoquer ces sujets, mais la nouvelle a été effectivement triste, elle nous est parvenue ce week-end, et pour les raisons que chacun connaît, je n'ai pas pu assister hier matin, hier en début d'après-midi, alors que c'était mon intention, aux obsèques de Roger Patard. Roger Patard était un homme, j'allais dire un honnête homme dans tous les espaces qui l'ont vu agir. Roger, puisque je le connaissais bien et que nous nous tutoyions, Roger a été longtemps directeur d'école, ici. Directeur de l'école Jeuf Mairie. Et il était plus que le directeur de l'école, puisque avant ça et après ça, après sa retraite, il a continué à défendre l'école. C'était un militant fort, convaincu, permanent de l'école publique, laïque, gratuite. Il a été membre des conseils d'école pour représenter l'inspection académique, jusqu'en 2013, mais aussi longtemps qu'il le pouvait. Il y avait là quelque chose qui lui parlait comme si ça faisait partie de son être. L'école publique était en lui. Et il l'a toujours défendu avec beaucoup de noblesse. Je peux ici en porter témoignage. Roger a aussi été président du syndicat des transports scolaires. Apprécié par le fait qu'il ait été très attentif, très protectionniste des villes grandes et moyennes de notre bassin. Et à cet égard, il a été pendant de nombreuses années un interlocuteur important du Conseil général dans l'organisation du ramassage scolaire.
Nous avions eu, lui et moi, à cet égard, à travailler ensemble, à confronter notre point de vue. Ça s'est toujours fait, toujours dans les meilleures conditions. Roger Patard a été élu de cette ville. Il a été maire adjoint. En fait, lorsqu'on parle de Roger Patard, on parle de quelqu'un qui a toujours été mobilisé, que ce soit pour notre ville qu'il aimait, que ce soit pour l'école à laquelle il s'identifiait totalement, ou dans les différentes activités qui ont été les siennes. Et il a été, bien sûr, présent dans la vie associative, etc. Roger Patard était une personnalité attachante, importante, de notre ville et de notre bassin. À sa mémoire, je vous demande de respecter 1 minute de silence. Merci. Bien. Mesdames et messieurs, chers amis, je crois que l'ordre du jour est épuisé, ce qui n'est pas notre cas, mais néanmoins, je vous invite à aller vous reposer. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Merci. Ah. C'est bien.